Il soupçonnait sa femme de ménage de mener une double vie. Pendant des semaines, il l'observa s'éclipser 2 fois par semaine, revenant tard, les yeux rouges et les mains tremblantes. Elle avait commencé à demander des avances sur salaire, de petites sommes, mais suffisantes pour attirer son attention. Alors, une nuit, il la suivit, déterminé à découvrir la vérité. Ce qu'il découvrit fit naître en lui une blessure que l'argent ne pourrait jamais guérir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre histoire. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. Êtes-vous à New York? En Jamaïque? Peut-être en Afrique du Sud ou au Canada? Nous serions ravis d'avoir votre avis. Daniel Winford avait 42 ans et possédait un morceau de la skyline new-yorkaise. Il remarquait tout. Chaque chiffre, chaque rapport trimestriel, chaque inefficacité dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de son entreprise. À l'exception de la femme qui avait tenu sa maison à distance pendant 19 ans. Elle s'appelait Rosa. Elle était avec sa famille depuis que son fils Matteo avait 4 ans. Quand la femme de Daniel est tombée malade, Rosa a veillé sur la maison. À sa mort, Rosa a bercé le petit Matteo pendant les nuits. Quand Daniel s'est plongé dans le travail, accablé par le chagrin, Rosa s'est assurée que son fils ait toujours des repas chauds et qu'on lui lise une histoire avant de dormir. Elle aimait cette famille discrètement, fidèlement et sans réserve. Et Daniel ne lui avait jamais posé de questions sur sa vie. Puis, il y a environ 6 semaines, il a commencé à remarquer des choses. Rosa partait tôt les mardis et mercredis. Pas seulement quelques minutes, mais 1 heure, parfois plus. Elle rentrait tard. Manteau sur la tête, sac lourd, yeux rouges comme si elle avait pleuré ou lutté pour ne pas pleurer. Elle ralentit ses mouvements. Ses mains, lorsqu'elle posa son café du soir sur le bureau, tremblèrent légèrement, une sensation qu'elle n'avait pas auparavant. Puis vinrent les avances sur salaire. $100 une semaine, 80 la suivante. Rosa, qui travaillait chez lui depuis 19 ans et n'avait jamais rien demandé de plus que ce qui lui était dû, réclamait maintenant discrètement de petites sommes avant la paie. Daniel vérifia les comptes du ménage. Tous les reçus étaient en règle. Rien n'a été volé. Rien ne manque. Rosa ne lui prenait rien. Mais quelque chose clochait. Il le sentait, comme on presse une mauvaise affaire avant même que les chiffres ne le confirment. Un bourdonnement sourd en arrière-plan que son cerveau refusait d'ignorer. Que cache-t-elle? Il tenta d'esquiver la question. C'était Rosa. La femme qui avait tenu son fils dans ses bras pendant qu'il pleurait sa mère. Elle méritait sa confiance, pas sa suspicion. Mais Daniel Winford n'était pas fait pour l'incertitude. Il était fait pour les réponses. Un mardi soir, lorsqu'il aperçut Rosa se diriger vers la porte à 17h30, déjà vêtue de son manteau, il prit une décision. Il attendit 30 secondes. Puis il la suivit. Elle marcha 3 pâtés de maison vers l'est et prit le métro pour le centre-ville. Daniel la suivit, restant en retrait, se sentant étrangement déplacé sur le quai bondé dans son costume sombre, tandis que la ville s'agitait autour de lui. Rosa était assise dans le wagon, les mains jointes sur les genoux, les lèvres légèrement esquissant un mouvement, comme si elle priait, répétait quelque chose, ou essayait simplement de tenir le coup encore un peu. Le trajet dura 20 minutes. Lorsqu'elle descendit du métro et retrouva la fraîcheur du soir, Daniel regarda autour de lui et sentit aussitôt son cœur se serrer. Il connaissait cette rue. Rosa se dirigeait vers l'hôpital Mount Sinai. Il la suivit, dépassant l'entrée principale et contournant le bâtiment, jusqu'à une porte plus discrète surmontée d'une petite pancarte. Daniel dut regarder à 2 fois pour la lire. Centre d'oncologie et de perfusion. Il s'est arrêté sur le trottoir. Les gens passaient devant lui. La ville continuait de tourner comme toujours, indifférente aux sentiments des uns et des autres. Daniel resta immobile un instant, puis franchit la porte. Le couloir était doux et silencieux. Rosa traversa le couloir avec l'assurance de l'avoir emprunté maintes fois, saluant d'un signe de tête une infirmière qui passait, puis s'engagea sans hésiter dans une chambre au bout du couloir. La porte ne se referma pas complètement derrière elle. Daniel s'approcha lentement de l'entrée et s'arrêta. À travers l'entrebâillement, il aperçut une petite pièce. Et dans la pièce, un lit d'hôpital. Et dans le lit, un garçon, peut-être 14 ou 15 ans, maigre à faire mal au cœur, avec une cicatrice en forme de 4 lignes sur le bras et des cernes profonds sous les yeux. Rosa s'assit à côté de lui. Elle prit sa main et les siennes, se pencha et murmura des mots que Daniel entendit tout juste. « Méjo. Maman est là. » Daniel retint son souffle. Une infirmière entra dans la pièce par l'autre côté, un bloc-notes à la main, la voix douce mais grave. « Madame Alvarez, je suis désolée d'aborder ce sujet ce soir, mais nous devons encore discuter du plan de paiement pour la prochaine série de traitements.
Ces mots ont frappé Daniel comme une porte qui s'ouvre brusquement dans l'obscurité. Plan de paiement. Prochaine séance de traitement. Il recula de l'embrasure de la porte et appuya ses épaules contre le mur du couloir. Il resta longtemps immobile, tandis que les bruits de l'hôpital l'entouraient, le doux bip des machines, les voix étouffées des infirmières, le cri lointain d'une personne qui vivait la pire nuit de sa vie. Et par l'entrebâillement de la porte, il entendait le jeune homme, faible et fatigué, qui s'efforçait de paraître joyeux. « Abuela, arrête de t'inquiéter. Je vais bien. Enfin, grand-mère. » Daniel baissa les yeux sur ses mains. Sa montre, captée par la lumière du couloir, lui renvoya un éclat. Il détourna le regard. Il fit demi-tour et retourna lentement dans le couloir, franchit la porte silencieuse et se retrouva plongé dans le bruit et l'agitation de la ville. Il trouva un banc dehors et s'assit. Des taxis passèrent. Des voix flottaient dans l'air. Le métro grondait quelque part sous la rue. Il était assis. Et pour la première fois depuis très longtemps, Daniel Winford ne sut plus quoi faire. 40 minutes plus tard, il était toujours assis là lorsqu'il entendit des pas et leva les yeux. Rosa était sortie de l'hôpital et s'était arrêtée net sur le trottoir. Elle le fixa du regard. Il la fixa en retour. Un long silence s'installa entre eux. Alors le visage de Rosa fit quelque chose qu'il ne lui avait jamais vu faire. Il se plia, comme une feuille de papier qui se plie sous la pression, puis reprit son aspect initial, celui qu'elle avait conservé pendant très longtemps, face à des choses que Daniel commençait à peine à comprendre. Monsieur Winford. Sa voix était prudente. Calme. Un peu craintive. Je peux vous l'expliquer. Rosa ne bougea pas d'où elle venait. Elle tenait son sac devant elle à deux mains, comme on tient un objet dont on a besoin. Les portes de l'hôpital s'ouvraient et se refermaient derrière elle au passage des autres, mais Rosa restait immobile, attendant. Daniel se leva lentement du banc. C'était un homme de grande taille, et dans son costume sombre, il avait l'air comme toujours, calme, maître de lui-même, sûr de lui. Mais ce soir, son regard était différent. Rosa le remarqua immédiatement, comme le font ceux qui, après des années d'observation, perçoivent toujours les moindres changements. Ce n'étaient pas les yeux d'un homme en colère. C'étaient les yeux d'un homme qui venait de voir quelque chose qui l'avait bouleversé intérieurement. « Rosa, » dit-il. Sa voix était plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « Tu n'as rien à expliquer. Pas ici. » Elle cligna des yeux. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Je pensais. » Commença-t-elle. « Je sais ce que tu pensais, » répondit-il. « Tu croyais que j'allais te virer ?» Rosa ne dit rien. Mais elle serra légèrement son sac, et ce petit mouvement en dit long à Daniel. Il détourna un instant le regard vers la rue, vers les voitures qui passaient et les fenêtres éclairées des immeubles d'en face. Puis il la regarda de nouveau. « On pourrait s'asseoir quelque part ?» demanda-t-il. « S'il vous plaît. » Il y avait un petit café à 2 pas de l'hôpital. Le genre de café qui reste ouvert tard parce que les hôpitaux ne ferment jamais et que les proches des patients ont besoin d'un endroit chaud pour patienter. L'éclairage était jaune, les tables rondes étaient garnies de serviettes en papier et d'un petit porte-serviettes en métal au centre. Une odeur de café et de cannelle flottait dans l'air, ainsi qu'une odeur de pâtisserie qui cuisait doucement à l'arrière. Daniel tenait la porte ouverte. Rosa entra avant lui, ce qui lui parut étrange. C'était toujours elle qui lui tenait la porte. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Une jeune femme est venue prendre leur commande. Daniel a demandé un café. Rosa a pris une tisane à la camomille, celle qui aide à respirer quand on a la poitrine serrée toute la journée. Un instant, aucun des deux ne dit un mot. Le café bourdonnait doucement autour d'eux. Le cliquetis des cuillères, la télévision allumée discrètement dans un coin, le bruit de la pluie qui commençait à tambouriner contre la vitre. Puis Rosa posa ses mains à plat sur la table et prit une profonde inspiration. « Il s'appelle David, dit-elle. C'est mon petit-fils. Il a 15 ans. » Daniel écoutait. Sa mère, ma fille Maria, est décédée il y a 2 ans. Dans un accident de voiture. Elle rentrait de son service de nuit. La voix de Rosa restait posée, mais c'était la pose de quelqu'un qui avait raconté une histoire difficile tant de fois qu'il avait appris à la porter sans jamais la laisser tomber. David est venu vivre avec moi après cela. C'est un bon garçon. Très intelligent. Il veut devenir ingénieur comme Matteo. À ces mots, une expression passa sur le visage de Daniel, fugace et discrète, comme un nuage qui masque le soleil. Il y a 8 mois, reprit Rosa, David a commencé à se fatiguer très facilement. Il avait des bleus sans raison apparente. L'école m'a appelé parce qu'il s'est évanoui en cours de sport. Elle marqua une pause. Les médecins ont diagnostiqué une leucémie. Le mot était posé sur la table entre eux. Daniel l'avait déjà entendu. Sa femme, Carole, n'avait pas eu de leucémie,
son cancer était différent, mais il savait ce que ce mot signifiait. Il connaissait le poids de cette situation. Il savait ce que cela représentait pour une famille. Ils ont commencé le traitement immédiatement, a déclaré Rosa. La première phase s'est bien déroulée. Il a bien réagi. Mais compte tenu du type de cancer dont il souffre, les médecins estiment qu'il a besoin d'un traitement plus avancé pour la prochaine étape. Une plus forte. Elle baissa les yeux sur ses mains posées sur la table. Mon assurance, via l'agence, en couvre une partie, mais pas la totalité. Pas la totalité. Combien ? Demanda Daniel. Rosa leva les yeux vers lui. Un instant, elle sembla hésiter à répondre. Comme si ce numéro était une blessure intime qu'elle ne voulait pas lui dévoiler. Puis elle le dit. Daniel ne broncha pas. Mais quelque chose en lui se figea. Le nombre prononcé par Rosa n'était pas de nature à inquiéter un homme comme Daniel Winford, pas même une seconde. Il avait dépensé bien plus que ça pour un seul dîner d'affaires. Sa montre coûtait plus cher. Et pourtant, Rosa rationnait son salaire, demandait de petites avances, devait choisir entre ses médicaments et son loyer, essayant d'atteindre cette somme dollar par dollar pendant 8 mois. Tu as fait ça tout seul, dit Daniel. Ce n'était pas une question. Oui, répondit simplement Rosa. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Rosa resta silencieuse un instant. Elle fit lentement tourner sa tasse de thé entre ses doigts, et regarda la pluie tomber par la fenêtre. Parce que ce n'est pas votre problème, monsieur Winford, répondit-elle. Vous me payez pour faire un travail. Je fais mon travail. Que se passe-t-il dans ma vie en dehors de chez vous ? Elle secoua la tête. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais te reprocher, Rosa. Je ne dis pas ça pour te faire du mal, dit-elle rapidement d'une voix douce mais ferme, la même qu'elle avait employée avec le petit Matteo lorsqu'il avait besoin d'entendre la vérité avec douceur. Je vous explique simplement comment j'en ai pensé. Vous avez votre chagrin. J'ai le mien. Ils ne sont pas identiques. Et je ne suis pas venue te voir avec le mien parce que je ne voulais pas que tu me regardes différemment. Je ne voulais pas. Elle s'arrêta. De la pitié ? Demanda Daniel d'une voix douce. Elle croisa son regard. Oui. Ce soir-là, Daniel rentra seul en voiture. Il avait appelé Thomas, son chauffeur, pour qu'il vienne le chercher, mais à l'arrivée du véhicule, il lui avait dit de prendre congé et de rentrer à pied à son immeuble, à 12 pâtés de maison de là. Il avait besoin de l'air frais, du bruit et du bitume mouillé sous ses chaussures. Il avait besoin de réfléchir. Il prit l'ascenseur jusqu'aux Pentouzes et resta dans son salon sans allumer la lumière. La ville s'étendait à ses pieds à travers les baies vitrées, des millions de fenêtres éclairées, des millions de vies qui se déroulaient simultanément. Et pour la première fois depuis longtemps, Daniel ressentit pleinement le poids de ce qu'il ne pouvait voir d'ici. Il repensait à Rosa, assise à cette table. Vous me payez pour faire un travail. Je fais mon travail. 19 ans. Elle avait fait son travail, et même bien plus. Elle avait fait bien plus que son travail. Elle avait maintenu sa famille en vie durant les pires années de son existence, avec une telle discrétion et une telle dignité qu'il avait simplement absorbé, comme une maison absorbe la chaleur, sans jamais en chercher la source. Et tandis qu'elle réchauffait sa maison, sa propre vie était empreinte de froideur. Il se dirigea vers son bureau et s'assit. Il ouvrit son ordinateur portable. Non pas pour consulter des rapports ou des courriels, mais simplement parce qu'il avait besoin de quelque chose sous les yeux pendant qu'il réfléchissait. Il pensa à David. 15 ans, allongé dans ce lit, un bébé dans les bras, il s'efforçait d'avoir l'air joyeux pour sa grand-mère. Il rêvait de devenir ingénieur. Il semblait défier l'avenir du haut de son oreiller d'hôpital. Il repensa aux paroles de Rosa au café, vers la fin, alors qu'ils enfilaient leurs manteaux pour partir et que la jeune serveuse nettoyait les tables. « Je trouverai une solution », avait dit Rosa. « Je trouve toujours une solution. » Et elle l'aurait fait. Daniel en était absolument convaincu. Rosa se serait accrochée, aurait peiné et aurait porté ce fardeau jusqu'à trouver une solution. Parce que c'était sa nature. Mais elle n'aurait pas dû avoir à le faire. Daniel ferma son ordinateur portable. Il resta longtemps assis dans le Penthouse plongé dans l'obscurité, la ville scintillant à ses pieds, et réfléchit au genre d'homme qu'il voulait devenir. Le lendemain matin, Daniel était à son bureau à 5h30. Il ne lisait pas de rapport. Il ne vérifiait pas les numéros. Il était au téléphone. Son premier appel fut pour son avocate personnelle, une femme brillante nommée Patricia Green qui travaillait avec lui depuis 11 ans et qui avait appris à déchiffrer sa voix comme un capitaine de navire déchiffre la météo. Quand elle a décroché et entendu son ton, elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle s'est contentée d'écouter. « Il faut que vous contactiez l'hôpital Mount Sinai », a dit Daniel. « Service d'oncologie. Il y a un patient, un garçon de 15 ans nommé David Alvarez.
Je voudrais connaître le coût total de son traitement. Le meilleur qu'ils aient à disposition. Pas celui qu'ils proposent aux clients au budget serré. Le meilleur. Un silence au bout du fil. Et Patricia, ajouta-t-il, je veux que cela se règle discrètement. Pour l'instant, je préfère ne pas être impliquée. Compris, dit-elle. Je vous donnerai les numéros pour midi. Il raccrocha et se rassit. À travers la paroi vitrée, le ciel au-dessus de l'Hudson passait du bleu foncé au gris pâle. Un nouveau jour se levait, comme une main qui se déplie. Daniel l'observait et pensait à Rosa, qui était sans doute déjà en train de monter par l'ascenseur de service pour commencer sa matinée. Il l'imaginait entrer, lui préparer son café et se déplacer dans son appartement avec cette grâce régulière et attentive qui la caractérisait, sans se douter qu'il était assis là depuis avant le lever du soleil, pensant à son petit-fils. Il repensait à tous ces matins où elle avait fait exactement cela. Elle entra, termina son travail, puis ressortit, portant un objet énorme sans rien dire à personne. Rosa arriva à 7 heures, comme d'habitude. Elle était plus silencieuse que d'ordinaire. Elle traversait la cuisine avec précaution, les yeux légèrement baissés, comme on le fait quand on ignore ce que la journée lui réserve. Elle avait mal dormi. Daniel le voyait aux cernes sous ses yeux et à sa posture tendue, les épaules crispées, comme si elle attendait un accident. Daniel était au comptoir de la cuisine quand elle est entrée. Il se servait lui-même son café, ce qui la surprise. Il ne le faisait presque jamais. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, monsieur Winfred, » répondit-elle en posant son sac et en attrapant son tablier. « Rosa. » Il a prononcé son nom doucement. « Hier soir, je voulais que tu saches que rien n'a changé entre nous. Ton emploi est assuré. Je ne te regarde pas différemment. J'ai besoin que tu le crois. » Rosa s'arrêta, son tablier à moitié noué. Elle le regarda un instant avec une expression qu'il ne parvint pas à définir. Un mélange de soulagement et d'espoir prudent, propre à quelqu'un qui a déjà été déçu et qui ne veut pas l'être à nouveau. « D'accord, » dit-elle doucement. « D'accord, » répéta-t-il. Elle termina de nouer son tablier. Il prit son café et s'installa à son bureau. La matinée s'écoula comme toutes les matinées, ordinaire en apparence, mais différente en réalité. Patricia a appelé à 11h47. Daniel a fermé la porte de son bureau et a écouté Patricia lui expliquer les chiffres. Le traitement que l'hôpital avait recommandé pour la prochaine étape de la prise en charge de David était une thérapie ciblée, plus récente et plus efficace pour son type spécifique de leucémie, avec des résultats nettement supérieurs au traitement standard. C'était aussi beaucoup plus cher. L'écart entre ce que l'assurance de Rosa couvrait et le coût réel du traitement était tel qu'il engloutissait tout ce qu'elle avait gagné en plus d'1 an. « On peut le faire ?» demanda Daniel, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « On peut le faire aujourd'hui si vous voulez, » dit Patricia. « Faites-le, » dit Daniel. « Paiement intégral. Adressez-vous directement au service de facturation de l'hôpital. Indiquez qu'il s'agit d'un don anonyme. Je ne veux pas que Rosa sache que c'est moi qui l'ai fait. Pas encore. Je m'en occuperai cet après-midi, dit Patricia. Daniel la remercia et raccrocha. Il resta assis un instant, les mains toujours posées sur le téléphone. C'était une sensation étrange, différente de celle qu'il éprouvait en concluant une importante affaire. Une sensation vive, électrique et d'une satisfaction froide. Celle-ci était plus chaleureuse, plus douce, comme si une tension palpable dans sa poitrine depuis 16 heures venait de se relâcher légèrement. Il reprit son téléphone et appela son responsable des ressources humaines, un homme posé et consciencieux nommé Robert Hall, qui travaillait chez Whitcore depuis 8 ans. « Robert, » dit Daniel, « j'ai besoin que tu me prépares un document. Je veux un récapitulatif complet de notre couverture santé pour toutes les catégories d'employés. À tous les niveaux. Personnel de maison, chauffeur, personnel d'entretien, employés subalternes, tout le monde. Je veux savoir exactement ce que nous couvrons et ce que nous ne couvrons pas. » Un bref silence. « Tout, monsieur ?» demanda Robert. « Ce sera un document assez volumineux. »« Je sais, » dit Daniel. « Je le veux sur mon bureau vendredi. » Ce soir-là, Rosa partit à son heure habituelle. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Daniel l'appela de son bureau. « Rosa. » Elle s'arrêta et se retourna. Il arriva sur le seuil du bureau, s'appuyant d'une main contre le chambranle, et pendant un instant, il parut moins milliardaire et plus homme ordinaire cherchant ses mots pour exprimer une situation complexe. « Comment va David aujourd'hui » demanda-t-il. Rosa cligna des yeux. C'était une question si simple. 4 mots. Mais personne ne la lui avait posée depuis très longtemps. En tout cas, personne qui n'était ni infirmier ni médecin. Personne qui posait la question par simple curiosité.
Son visage afficha une expression douce et complexe. Il a passé une meilleure journée aujourd'hui, a-t-elle dit. Il a mangé un peu plus. Les infirmières disent que c'est bon signe. Daniel hocha la tête. Bien, dit-il. C'est bien, Rosa. Elle acquiesça d'un signe de tête. Puis elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Mais juste avant de franchir le seuil, elle s'arrêta sans se retourner. Merci de demander, dit-elle doucement. Puis elle disparut. Daniel resta un instant sur le seuil de son bureau, après que la porte se soit refermée. Il retourna ensuite à son bureau, s'assit et ouvrit le dossier de rapport budgétaire qu'il était censé avoir terminé d'examiner 3 jours auparavant. Il fixa les chiffres. Et pour la première fois de sa vie professionnelle, ils lui parurent dérisoires. 2 jours plus tard, Rosa reçut un appel. Elle était en train de polir les comptoirs de la cuisine lorsque son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Elle faillit laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Elle coupait toujours ses appels personnels pendant les heures de travail. Mais quelque chose l'a incitée à regarder l'écran. C'était le service de facturation de l'hôpital. Elle sentit son estomac se nouer. Elle retira un gant en caoutchouc et répondit « Madame Alvarez ». La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme, professionnelle mais pas désagréable. « Je vous appelle au sujet de David Alvarez, patient de notre service d'oncologie. » « Oui », répondit Rosa d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. « C'est mon petit-fils. Y a-t-il un problème? Est-ce qu'il va bien? » « Non, » répondit rapidement la femme. « David va bien. En fait, j'appelle au sujet de son compte. » Un silence, le bruit de papier. Il semble que son solde impayé, soit le montant total du plan de traitement avancé, ait été réglé. Intégralement. Hier après-midi. Rosa restait immobile dans la cuisine de Daniel. « Je suis désolée, » dit-elle lentement. « Pouvez-vous répéter ? » La femme répéta tout. Règlement effectué. Intégral. Donateur anonyme. Rosa posa la main sur le comptoir pour se stabiliser. Le gant en caoutchouc était toujours à sa main gauche et elle le fixait sans le voir. « Qui ? » commença-t-elle. « Ont-ils précisé l'identité du donateur ? » La demande a été faite par le biais d'un donateur anonyme, a indiqué la femme. « Nous n'avons pas de nom. Mais David bénéficie d'une prise en charge complète de son traitement. Madame Alvarez, vous n'avez plus à vous soucier des aspects financiers. Nous souhaitions simplement vous en informer. » L'appel s'est terminé. Rosa resta longtemps debout dans la cuisine. Elle tenait toujours le chiffon à polir. Les plans de travail étaient à moitié finis. Dehors, la ville bourdonnait et s'animait comme toujours, indifférente à l'événement tragique qui venait de frapper cette femme frêle, debout dans la cuisine d'un Pentouse au 45e étage. Elle le savait. Elle n'avait pas la moindre preuve. L'hôpital avait dit anonyme. Mais Rosa avait passé 19 ans à observer cette maison, à déchiffrer les petits signes et les signaux des personnes qui y vivaient, et elle savait. Elle déposa le tissu. Elle descendit le couloir jusqu'au bureau de Daniel. Elle frappa 2 fois à la porte ouverte. Daniel leva les yeux de son écran. Rosa se tenait sur le seuil, son gant en caoutchouc toujours à la main, les yeux emplis d'une émotion qu'elle s'efforçait de dissimuler. « Monsieur Winfred » dit-elle d'une voix assurée, mais à peine. « L'hôpital m'a appelé. » Daniel n'a rien dit. Il a attendu. « Ils ont dit que le traitement de David était entièrement pris en charge », a-t-elle déclaré. « Par un donateur anonyme. » Daniel ne dit toujours rien. Mais il ne la quitta pas des yeux. Rosa prit une inspiration. Puis une autre. « C'était toi ? » demanda-t-elle. Daniel la regarda longuement. Puis il a dit oui. Juste ce mot. Sans explication, sans liste de raisons, sans jargon commercial pour en faire une transaction. Oui, tout simplement, répond-elle, la vérité sans fioriture. Rosa, debout sur le seuil, serra les lèvres. Son menton bougea légèrement, ce petit mouvement involontaire qui survient lorsqu'on lutte de toutes ses forces contre une angoisse intérieure. Elle avait passé tant d'années à être un pilier. Tant d'années à maintenir l'équilibre tandis que les autres s'effondraient. Elle avait tenu Matteo dans ses bras pendant qu'il pleurait sa mère. Elle avait soutenu David durant toutes les épreuves depuis l'annonce du diagnostic. Elle avait gardé son sang-froid en silence, sans que personne ne s'en aperçoive. Mais il y avait quelque chose de troublant dans ce mot, oui, prononcé simplement, sans emphase, par un homme qui aurait pu se taire et s'en tirer sans problème. Quelque chose, dans ces mots, fit tomber le mur qu'elle avait mis des mois à ériger autour d'elle. Elle ne sanglota pas. Rosa n'était pas du genre à sangloter. Mais ses yeux s'emplirent de larmes, 2 d'entre elles coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir.
Elle porta le dos de sa main gantée à sa bouche et fixa le plafond un instant, comme on le fait lorsqu'on tente de se ressaisir. Daniel se leva de son bureau. Il ne dit rien d'intelligent. Il ne tendit pas de mouchoir et ne fit aucun discours. Il se leva simplement, comme on se lève quand quelque chose d'important se produit et que rester assis ne semble plus approprié. « Rosa, dit-il doucement, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Elle retira sa main de sa bouche. Elle le regarda droit dans les yeux, encore brillants et humides, et prononça des paroles qui entraient longtemps Daniel. « Dans cette maison, dit-elle, c'est moi qui aide. C'est ma place. C'est ce que je sais faire. » Elle marqua une pause. Je ne savais pas comment être celle qui avait besoin d'aide. La pièce était plongée dans un silence absolu. Dehors, la ville bourdonnait sans cesse, le Hudson s'étirait lentement derrière la vitre, et Daniel Winfred, debout derrière son bureau, comprit, peut-être pour la première fois, que force et silence ne sont pas toujours synonymes. Que certains portent les fardeaux les plus lourds précisément parce qu'ils sont assez forts pour les porter sans un bruit. Et que le monde, et les gens comme lui, s'étaient habitués à les laisser faire exactement cela. Dans cette maison, vous n'êtes pas obligé d'être qu'une seule chose, a-t-il dit. Plus maintenant. Rosa le regarda un instant. Puis elle hocha la tête, un petit mouvement prudent, comme quelqu'un qui accepte quelque chose dont il n'est pas encore tout à fait sûr de le mériter. Merci, dit-elle. Pour David. Je n'ai pas les mots. Tu n'as pas besoin de mots, dit Daniel. Laissez-le se rétablir. Un sourire, presque esquissé, effleura le visage de Rosa. Puis elle se redressa, lissa son tablier des deux mains, l'une gantée, l'autre non, et dit « J'ai des comptoirs à finir ». Elle retourna dans le couloir, vers la cuisine. Daniel se rassit à son bureau, mais n'ouvrit pas son ordinateur portable. Il resta assis là, contemplant la ville, et pour une fois, il se laissa aller à une émotion sans chercher à la mesurer, à la maîtriser ou à la transformer en quelque chose de productif. Il avait le sentiment d'avoir pris la bonne décision. 3 jours plus tard, un samedi matin, Daniel fit quelque chose d'imprévu qu'il ne put expliquer pleinement. Il a acheté un jeu d'échecs. Pas un modèle décoratif coûteux, pas le genre d'objet qui trône sur une étagère dans un Penthouse, impressionnant, mais jamais utilisé. Il a acheté un vrai jeu, un plateau en bois massif avec des pièces lourdes et robustes, dans une petite boutique de jeux de la 72e rue Ouest. L'homme derrière le comptoir l'emballa dans du papier craft et le ficela. Daniel, debout sur le trottoir devant la boutique, tenait le paquet et se sentit un peu bête. Il se souvint de quelque chose que Rosa avait dit au café, le soir où tout avait basculé. Elle parlait de David, non pas de sa maladie, mais de lui, l'homme. Elle avait dit, presque en passant, comme on le fait parfois avec fierté, sans vouloir en faire tout un plat, il est imbattable aux échecs. Les infirmières, les médecins, les autres patients. Il dit que les échecs sont le seul jeu où la taille n'a pas d'importance. Daniel avait enregistré cette idée dans la partie de son cerveau qui classait tout, celle qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Il prit un taxi pour le mont Sinaï. Rosa était déjà là à son arrivée. Assise sur la chaise à côté du lit de David, elle épluchait une orange avec la patience concentrée de quelqu'un qui a fait des petits gestes d'amour un article. La pièce embaumait les agrumes, l'antiseptique et une douce odeur chaude que Rosa semblait toujours porter en elle. David était assis dans son lit. Il avait plus de couleur que la dernière fois que Daniel l'avait aperçu, à travers l'entrebâillement d'une porte, un détail que Daniel avait préféré taire. David avait des yeux sombres, perçants et vifs, de ceux qui embrassent une pièce du regard et la comprennent en un instant. Il était maigre, certes, et la prothèse était toujours dans son bras. Son visage portait les marques de mois de traitements éprouvants. Mais il se tenait droit, et lorsque Daniel apparut dans le paquet en papier, David le regarda avec une curiosité sincère et directe, loin de la méfiance que les malades peuvent parfois éprouver envers les étrangers. Rosa leva les yeux. « Monsieur Winfred » dit-elle avec une légère surprise, l'orange à moitié pelée dans ses mains. « J'espère que ça ne pose pas de problème » dit Daniel, ce qui n'était pas dans ses habitudes. D'ordinaire, il arrivait quelque part avec l'assurance de quelqu'un qui avait tout vérifié et approuvé à l'avance. Mais là, il se tenait sur le seuil d'un hôpital, un colis à la main, espérant que tout se passerait bien. « Bien sûr » répondit Rosa. Elle lança à David un regard qui signifiait sans un mot « Sois toi-même ». David regarda le colis. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un jeu d'échecs » répondit Daniel. Les yeux de David s'illuminèrent. Pas poliment, mais sincèrement, comme le visage d'un adolescent de 15 ans s'illumine lorsqu'un sujet l'intéresse vraiment, avant qu'il n'apprenne à le dissimuler. « Tu joues bien ?» demanda David. Daniel déposa le paquet sur le bord du lit et s'assit sur la chaise de l'autre côté. « Je n'ai pas joué depuis au moins 20 ans, dit-il. David sourit. C'était un beau sourire, large et légèrement asymétrique,
le genre de sourire qui transforme un visage. Parfait, dit David. J'aime gagner. Rosa porta la main à sa bouche et regarda par la fenêtre. Bien qu'elle tournât le dos à Daniel, ses épaules tremblaient d'un rire discret, un son que Daniel réalisa n'avoir presque jamais entendu chez lui et qui, à présent, lui semblait l'un des plus beaux sons qu'il n'ait jamais remarqués. Ils jouèrent pendant 2 heures. David remporta la première partie en moins de 30 coups. Sans fanfaronnade, il plaça simplement sa dame, annonça « échec et mat » d'une voix calme, puis commença à replacer les pièces avec l'assurance d'un joueur chevronné. Daniel observait l'échiquier. « Montre-moi ce que j'ai fait de mal. » David leva les yeux, surpris. D'après l'expérience de Daniel, la plupart des adultes ne demandaient pas qu'on leur montre leurs erreurs. Ils trouvaient des excuses ou changeaient de sujet. « D'accord, » dit David. Et il lui expliqua la marche à suivre, étape par étape, en désignant les cases et en détaillant le raisonnement derrière la position de chaque pièce avec une clarté et une patience qui firent penser à Daniel, à plusieurs reprises, que ce garçon avait l'étoffe d'un excellent concepteur de système. La deuxième partie dura plus longtemps. Daniel perdit à nouveau, mais moins lourdement. « Tu apprends vite, » dit David en remettant le plateau à 0 une seconde fois. « J'ai dû l'être, » dit Daniel. David réfléchit. « Que fais-tu » demanda-t-il. Pas avec la révérence que les adultes manifestaient parfois en découvrant qui était Daniel. Juste par curiosité. « Je dirige une entreprise technologique, » a dit Daniel. « Quel genre de technologie ? Des logiciels de logistique. Des programmes qui aident les entreprises à acheminer leurs marchandises plus efficacement à travers le monde. » David hocha lentement la tête, assimilant l'information. « Trouver le chemin le plus rapide pour transporter quelque chose du point A au point B ? En gros, oui. C'est comme aux échecs, dit David en tapotant l'échiquier. Chaque coup consiste à atteindre un objectif efficacement, tout en s'assurant que l'adversaire ne puisse pas vous en empêcher. » Daniel regarda le tableau. Puis David. « Tu as raison, » dit-il. « Je n'y avais jamais pensé comme ça. » David haussa les épaules, le haussement d'épaules naturel de quelqu'un qui fait des liens instinctifs et ne trouve pas ça extraordinaire. « Mamie dit que je réfléchis trop. »« Tu es Abuela ?» dit Daniel en jetant un coup d'œil à Rosa, qui faisait semblant de lire un magazine, « Tu as généralement raison sur presque tout. » Rosa tourna une page sans lever les yeux. Mais ses lèvres esquissèrent un sourire. Lorsque les visites furent terminées et que Daniel se leva pour partir, David lui tendit la main par-dessus l'échiquier. Daniel la serra. La poigne du garçon était ferme pour quelqu'un alité à l'hôpital. Daniel nota une autre chose dans son dossier. « À la même heure la semaine prochaine ?» demanda David, d'un ton presque désinvolte. Mais son regard était attentif, comme celui d'un enfant qui a perdu tant de proches. Il évaluait, sans le vouloir, ce qu'il pouvait espérer. Daniel le fixa un instant. « À la même heure la semaine prochaine », dit-il. Il était sérieux. Rosa l'accompagna jusqu'à la porte de la chambre. Dans le couloir, elle s'arrêta et leva les yeux vers lui, son expression bien différente de celle, craintive et prudente, qu'elle arborait devant ce même hôpital 2 semaines auparavant. « Il vous apprécie, » dit-elle. Une simple affirmation, tout simplement. « Je l'aime bien, » dit Daniel. Et c'était aussi simple que vrai. Il retourna dans le couloir silencieux vers la sortie, et la ville s'ouvrit autour de lui lorsqu'il mit le pied dehors, bruyante, rapide et grouillante, comme toujours. Mais Daniel la traversa différemment de tout ce qu'il avait traversé depuis longtemps. Il la traversa comme un homme attentif. Le rapport remis vendredi par Robert Hall comptait 43 pages. Daniel les a lus intégralement. Il l'a lu à son bureau samedi soir, après son retour de l'hôpital, encore vêtu de son manteau, sans même prendre le temps de se faire un café. Il le lut comme il lisait les rapports des débuts de Whitcore, quand la société était petite, que chaque chiffre comptait et qu'il se sentait personnellement responsable de chaque ligne. Il se sentait toujours aussi responsable. Le tableau dressé par le rapport n'était pas si sombre. Whitcore n'était pas une mauvaise entreprise. Elle versait des salaires équitables, respectait toutes les obligations légales et obtenait de bons résultats aux tests de satisfaction des employés réalisés dans le secteur. Pour les critères du monde des affaires, Daniel avait bâti quelque chose de respectable. Mais il apprenait que la notion de « décent » était bien trop faible. Le rapport montrait que les employés à temps plein des sièges sociaux, ceux qui travaillaient dans les bureaux vitrés, ceux qui assistaient aux réunions trimestrielles et voyageaient en classe affaires pour les conférences, bénéficiaient d'une couverture santé complète. Bonne couverture, franchise faible et excellentes assurances médicaments. Ce genre de couverture permettait, en cas de problème, d'appeler son médecin, d'obtenir de l'aide et de reprendre une vie normale. Mais en descendant dans la hiérarchie, après les employés subalternes, après le personnel de soutien,
après ceux qui conduisaient les voitures de fonction, nettoyaient les bureaux et répondaient au téléphone à l'accueil, la couverture se réduisait considérablement. Franchise élevée. Couverture limitée des médicaments sur ordonnance. Lacune si importante qu'un diagnostic grave peut se transformer en catastrophe financière du jour au lendemain. Daniel posa le rapport et pensa à Rosa. Rosa travaillait chez lui dans le cadre d'un contrat de travail temporaire qui la plaçait techniquement en dehors de la structure d'emploi directe de Whitcore. Ce qui signifiait qu'elle bénéficiait d'une couverture encore plus faible que les personnes en bas du tableau. Elle cotisait depuis des années à une assurance de base sur son propre salaire. Une assurance qui, lorsque son petit-fils tomba malade, s'avéra bien moins complète qu'espéré. Il reprit le rapport et continua sa lecture. Vers la fin du document, Robert avait ajouté une section presque en guise de note de bas de page. Un petit sondage auprès d'employés de différents niveaux hiérarchiques, leur demandant s'ils avaient rencontré des difficultés financières liées à des frais médicaux au cours des 2 dernières années. Robert l'avait signalé par une petite note en marge. Le faible taux de réponse pourrait s'expliquer par la réticence des employés à divulguer l'information. Malgré ce faible taux, près d'un tiers des répondants dont le salaire est inférieur à un certain seuil ont répondu par l'affirmative. Près d'un tiers. Daniel posa le rapport sur son bureau et se dirigea vers la fenêtre. La ville en contrebas était comme toujours en mouvement, scintillante, pleine d'elle-même. Il la contempla longuement. Il repensa à une remarque de David lors de leur partie d'échecs. Chaque coup doit viser à atteindre un objectif efficacement tout en s'assurant que l'adversaire ne puisse pas vous en empêcher. Daniel avait bâti Whitcore précisément sur ce principe. Efficacité. Progression. Suppression des obstacles. Il avait excellé dans ce domaine. Pendant 20 ans, il avait fait progresser son entreprise avec précision et détermination. Mais il s'était trompé de stratégie. Le vrai enjeu, celui qui comptait vraiment, n'était pas de surpasser la concurrence ni d'atteindre des objectifs trimestriels. Il s'agissait des personnes qui siégeaient de part et d'autre du conseil d'administration. Il s'agissait de s'assurer que ceux qui travaillaient sans relâche pour faire progresser l'entreprise aient suffisamment d'argent à la fin du mois pour subvenir aux besoins de leur famille. Il avait tout optimisé, sauf cela. Il retourna à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et se mit à écrire. La réunion d'urgence de la direction était prévue lundi matin à 9 heures. L'équipe de direction de Daniel comptait 7 personnes. 4 hommes et 3 femmes, tous brillants, expérimentés et excellents dans leur domaine. Ils entrèrent dans la salle de conférence du 38e étage du siège de Whitcore à Manhattan, leurs tablettes et leur café à la main, arborant l'air légèrement alerte de ceux qui avaient été convoqués à une réunion sans ordre du jour précis et qui se préparaient à toute éventualité. Daniel était déjà là à leur arrivée. Il se tenait près de la fenêtre, et non en bout de table, ce que certains remarquèrent et trouvèrent inhabituel. Une fois tout le monde assis, il se retourna. Il n'avait rien à présenter. Pas de diapositive, pas de graphique, pas de visualisation de données. Il avait fait imprimer le rapport de 43 pages et l'avait disposé au centre de la table, un exemplaire par personne. « Je voudrais que vous preniez quelques minutes pour lire les pages 31 à 36, dit-il, tandis qu'on entendait le bruit des pages qui se tournaient. Il attendit. Il observa leurs visages pendant qu'il lisait. Certains restaient neutres. Certains fronçaient légèrement les sourcils, signe de concentration. Margaret Chin, sa directrice financière, lisait, stylo déjà à la main, ce qui indiquait qu'elle était en pleine réflexion. 5 minutes plus tard, Daniel prit la parole. « Je souhaite réformer en profondeur notre système de santé, » a-t-il déclaré, pour l'ensemble de l'entreprise. Pour toutes les catégories d'employés, y compris le personnel domestique et de soutien sous contrat via nos partenaires. Je veux une couverture complète, des franchises basses, une bonne prise en charge des médicaments sur ordonnance, un soutien en santé mentale, et je veux réduire considérablement l'écart entre les prestations offertes aux plus hauts et aux plus bas employés. Silence. Margaret leva alors les yeux du rapport. J'ai vu les estimations de coûts pour quelque chose comme ça. Je sais, dit-il. Nous parlons d'une augmentation annuelle très importante. Je sais, Margaret. Elle marqua une pause. Vous voulez que je fasse les calculs ? Je les ai déjà faits, dit-il. Il prit une feuille dans le dossier devant lui et la fit glisser sur la table vers elle. Voilà un modèle approximatif. Cela va coûter plus cher que nos dépenses actuelles, j'en suis conscient. Je vous demande simplement comment absorber cette dépense, et non si nous devrions le faire. Margaret prit la feuille et l'examina. Le silence régnait dans la pièce, hormis le murmure de la ville en contrebas. James Okafor, le directeur des opérations, se pencha en avant. C'était un homme prudent, mesuré, peu enclin aux réactions excessives. Qu'est-ce qui a provoqué cela ?
demanda-t-il, sans suspicion, sincèrement. Daniel le regarda. Il réfléchit à sa réponse. Il aurait pu invoquer une raison professionnelle. Fidélisation des employés, productivité, indicateur de responsabilité sociale des entreprises. Tout cela était vrai et aurait suffi à satisfaire l'Assemblée. Au lieu de cela, il a déclaré, l'un de mes collaborateurs mène un combat personnel depuis 8 mois. Seul. Et je ne le savais pas parce que je n'ai jamais cherché. Il marqua une pause. Je regarde. Et ce que je vois me dit que nous avons une responsabilité que nous n'avons pas assumée. Le silence régnait dans la pièce. James hocha lentement la tête. Il ne dit rien. Mais son expression disait qu'il avait compris et que la réponse lui convenait. Ce fut ensuite Sandra Torres, directrice des ressources humaines et de la culture, qui prit la parole. Sa voix était posée mais chaleureuse. Si nous faisons cela, dit-elle, je suggère que nous créions également un fonds d'aide médicale d'urgence. Un fonds distinct auquel les employés peuvent faire appel en cas de problèmes non couverts par l'assurance. Un manque de couverture et des frais imprévus, non pris en charge par l'assurance. Daniel la regarda. Oui, dit-il. Ajoutez cela. Et un congé familial payé pour raison médicale, poursuivit-elle, prenant de l'assurance. Pour l'instant, nous offrons le minimum légal. Si l'enfant ou le parent d'un employé est gravement malade, ajoutez-le, répéta Daniel. Margaret écrivait à toute vitesse. Daniel, je veux être honnête avec toi. Le conseil d'administration ne va pas apprécier. Cette hausse des coûts va impacter les prévisions pendant au moins 2 ans. Daniel la regarda calmement. Nous avons envoyé 14 personnes à une conférence à Dubaï le trimestre dernier, dit-il. Vol charter privé. J'ai approuvé sans hésiter. Le coût total de ce voyage aurait pu financer la moitié de ce dont nous parlons pour une année entière. Il laissa la question en suspens un instant. Si nous avons les moyens de nous offrir des jets privés, Margaret, nous avons les moyens de nous offrir la dignité. Margaret le fixa longuement. Elle cliqua alors sur son stylo et retourna à son bloc-notes. Très bien, dit-elle. Construisons la maquette. La réunion dura 3 heures. À la fin, la table était jonchée de feuilles imprimées, d'ordinateurs portables ouverts et de 3 cafetières vides. L'équipe avait su faire valoir ses arguments là où c'était nécessaire, poser les questions difficiles qui s'imposaient, et finalement, progresser vers la solution demandée par Daniel, non pas à l'aveuglette, mais avec la prudence et la détermination de ceux qui, confrontés à la réalité, ont eu l'honnêteté de se regarder en face. Tandis que tout le monde sortait, James Okafor s'arrêta près de Daniel, à la fenêtre. « La personne dont tu as parlé, dit-il doucement. Est-ce qu'elle va bien ?» Daniel contempla la ville. « Ils le seront, dit-il. » James acquiesça. Il posa brièvement la main sur l'épaule de Daniel, un geste simple et discret, puis sortit. Daniel se tenait seul à la fenêtre. En contrebas, la ville s'animait. Taxis, bus et piétons, des milliers de personnes se rendant quelque part, transportant chacune quelque chose. Il avait contemplé ce paysage 1000 fois et n'y avait vu qu'une ligne d'horizon, symbole de son œuvre. Aujourd'hui, il voyait autre chose. Il voyait des gens. Les semaines passèrent. De ces semaines qui, sur le moment, ne paraissent pas si importantes, mais dont on se souvient plus tard qu'elles ont discrètement contribué à construire quelque chose de nouveau. David commença son traitement de pointe la semaine suivant l'appel de Daniel à Patricia. La nouvelle thérapie était plus éprouvante pour son corps que les précédentes. Il y avait des jours difficiles, des jours où il refusait de manger, où la lumière lui brûlait les yeux et où il restait immobile et silencieux d'une manière qui effrayait profondément Rosa. Ces jours-là, elle s'asseyait près de lui tenait la main et ne cherchait pas à combler le silence, car elle avait appris que parfois, l'amour ne se mesure pas aux mots, mais à la capacité de faire savoir à l'autre qu'il n'est pas seul dans l'obscurité. Daniel venait tous les samedis. La première fois, il a apporté le coffret et l'a laissé là, sur la petite étagère à côté du lit de David, pour qu'il soit toujours prêt. Les infirmières ont commencé à l'appeler le « plateau de David ». L'un d'eux, un jeune homme nommé Karl qui travaillait le week-end, commença à rester quelques minutes de plus après sa partie pour les regarder jouer. Finalement, David l'invita à se joindre à eux, et Karl devint un 3e joueur régulier, entrant en jeu lorsque Daniel avait besoin d'une pause ou lorsque David souhaitait un adversaire plus facile pour s'échauffer, ce que Karl prenait avec humour. « Tu t'améliores », dit David à Daniel un samedi, environ 5 semaines après le début de leur partie. « Ne fais pas cette tête, dit Daniel. Je ne suis pas surpris. Je le signale simplement. » David déplaça son fou avec l'assurance d'un joueur ayant déjà anticipé 4 coups. « Tu te préoccupes encore trop de protéger ton roi. C'est pourtant généralement considéré comme une bonne stratégie. Seulement si tu joues avec la peur au ventre.
dit David. Il faut être prêt à prendre des risques pour gagner. Daniel regarda l'échiquier. Puis il regarda David. Où as-tu appris ça? Demanda-t-il. David haussa les épaules. Surtout ma grand-mère. Elle ne joue pas aux échecs, mais elle parle de la vie de la même façon. Daniel a déplacé son cavalier. C'est une femme sage. C'est la personne la plus forte que je connaisse, dit simplement David. Puis, sans hésiter, il prit le chevalier de Daniel et dit « Échec ». Et la conversation reprit son cours, comme c'est souvent le cas lorsque l'essentiel a déjà été dit. Rosa aussi changea, d'abord subtilement, puis de façon plus marquée. Elle commença à arriver aux Pentouses le matin d'un pas légèrement plus léger. Rosa n'était pas du genre à faire des effets de manche, mais Daniel l'avait remarqué. Il était devenu plus attentif. Elle riait plus facilement, d'un rire chaleureux et grave qui jaillissait lorsqu'elle était vraiment amusée, au lieu d'être réprimée par habitude professionnelle. Quand Daniel lui en demandait, elle commençait à donner son avis, au lieu de se dérober en disant « Comme vous voulez, monsieur Winfred ». Elle lui avait dit un jour que l'orchidée sur le rebord de sa fenêtre était en train de mourir parce qu'il la laissait en plein soleil et que s'il la déplaçait d'un mètre vers la gauche, elle se rétablirait. Il l'a déplacée. Elle s'en est remise. De petites choses. Mais c'était justement là l'essentiel. Un matin, environ 2 mois après que tout ait basculé, Daniel entra dans la cuisine et trouva Rosa au fourneau, en train de préparer le petit déjeuner. Pas son petit déjeuner habituel, pas le repas simple et précis qu'il prenait d'habitude. Elle cuisinait des œufs au poivron et aux oignons, un plat dont l'odeur, si chaude et si vivifiante, embaumait la cuisine et le figea sur le seuil. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit-elle sans se retourner. « David m'a dit la semaine dernière que vous aviez mentionné ne pas avoir pris un vrai petit déjeuner depuis des années. Il a dit, et je le cite textuellement, que c'était, je cite, un crime. » Daniel s'assit au comptoir de la cuisine. Il n'a pas tort. Rosa posa l'assiette devant lui. Il mangea au comptoir pendant qu'elle se préparait un thé et qu'ils discutaient. Non pas des tâches ménagères, ni des horaires ou des courses, mais de David, d'un documentaire qu'il avait vu et dont il voulait parler avec Daniel, du tournoi d'échecs que l'animatrice de l'hôpital essayait d'organiser pour les patients hospitalisés de longue durée. C'était une conversation ordinaire. Le genre le plus banal. Et c'était le premier qu'ils aient jamais vraiment eu. Quelques semaines plus tard, un jeudi après-midi de fin de printemps, on annonça que David était en rémission. Rosa a appelé Daniel depuis l'hôpital. Il était en pleine conversation avec un client à Singapour et, lorsqu'il a vu son nom sur l'écran de son téléphone, il a immédiatement raccroché, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant dans sa vie professionnelle, et a répondu. « Il est en rémission, » a dit Rosa. Elle pleurait. Pas discrètement, pas avec son calme habituel. Elle pleurait comme on pleure après avoir retenu son souffle pendant 8 mois et qu'on nous annonce enfin qu'on peut respirer. Daniel était assis à son bureau et l'écoutait pleurer. Il resta silencieux un instant, car il n'y avait rien à dire qui puisse exprimer davantage sa douleur. Puis il dit « J'arrive dans 20 minutes. » Il était là en 15 minutes. L'hôpital disposait d'une terrasse sur le toit, au 7e étage, un petit espace extérieur avec des bancs, des plantes en pot et une rambarde basse, où les patients et leurs familles pouvaient venir prendre l'air et admirer le ciel. Une infirmière en avait parlé à Rosa il y a des semaines, mais elle n'y était jamais montée, comme si elle y revenait à trop espérer, et espérer paraissait dangereux tant que tout était encore incertain. Aujourd'hui, David voulait y aller. Il portait encore sa blouse d'hôpital, une veste légère que Rosa lui avait posée sur les épaules, et sa perfusion débranchée pour l'heure. Il marcha entre Rosa et Daniel jusqu'à l'ascenseur d'un pas prudent, comme quelqu'un dont le corps se remettait à peine, mais dont l'esprit avait manifestement compris que tout allait bien se passer. Ils débouchèrent sur la terrasse, baignés par la lumière de fin d'après-midi. Le ciel au-dessus de la ville offrait un spectacle extraordinaire, un de ces couchers de soleil que New York nous offre parfois, comme pour rappeler à chacun pourquoi on supporte tout le reste. Un orange profond à l'horizon, virant au rose puis à un bleu doux et sombre. Les immeubles captaient la lumière à leurs fenêtres et la renvoyaient en 1000 morceaux, faisant scintiller discrètement toute la ligne d'horizon. David s'approcha de la rambarde et resta là, les mains dans les poches de sa veste, à contempler le paysage. Il resta silencieux un long moment. Puis, sans se retourner, il dit « Abuela, regarde ça ». Rosa vint se placer à côté de lui. Elle passa son bras autour de ses épaules frêles et il se blottit légèrement contre elle, comme les enfants se blottissent contre ceux qui sont leur foyer, même lorsqu'ils sont presque adultes, même s'ils ne l'avoueraient jamais devant personne. Daniel se tenait un peu en retrait. Il avait vu bien des toits. Toits d'appartements de luxe, toits d'immeubles de bureaux, toits de soirées où tout le monde était beau, bruyant et cherchait à se faire remarquer. Il avait contemplé cette ville d'en haut un nombre incalculable de fois. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Ce soir,
Il ne voyait pas l'horizon comme une ligne d'horizon. Il n'y voyait pas le symbole de ce qu'il avait construit, de ce qu'il possédait, ni du chemin parcouru depuis ce petit appartement avec son ordinateur portable et son café froid. Il voyait ce que Rosa y voyait. Ce que David a vu. La ville est un lieu où des gens ordinaires vivent, luttent et s'aiment malgré l'impossible. Un lieu peuplé de gens portant des sacs invisibles aux autres, se rendant là où personne ne les aurait imaginés, menant des combats dans des couloirs silencieux dont l'horizon ignorait tout. Il avait suivi Rosa dans l'un de ces couloirs. Et tout ce qui comptait l'attendait là. Rosa se tourna vers lui. Ses yeux étaient secs, mais doux comme les 8 derniers mois les avaient marqués. La lumière du soleil couchant réchauffait son visage. « Tu m'as suivi, dit-elle, parce que tu pensais que je te cachais quelque chose. » Daniel croisa son regard. « Oui, dit-il. » Elle resta silencieuse un instant. La ville bourdonnait en contrebas. David contemplait toujours l'horizon, leur offrant ce moment spontanément, car il avait 15 ans et une perspicacité propre à ceux que l'on acquiert lorsque la vie nous a mis à rude épreuve très tôt. « Oui, » murmura Rosa. « Je cachais ma peur. Toute ma peur. Chaque jour. » Daniel acquiesça. Il comprenait. Il avait fait la même chose pendant des années, à sa manière, dans son pantouse de verre surplombant le monde, entouré d'efficacité, de contrôle et du bruit confortable du succès. Se cacher pour ne pas voir la vulnérabilité des autres dans le besoin. Se cacher pour ne pas assumer la responsabilité de les voir vraiment. « Tu n'as plus besoin de le cacher, » a-t-il dit. Rosa le regarda longuement. Puis elle hocha la tête une fois et se tourna de nouveau vers le paysage. Tous trois se tenaient sur le toit tandis que le soleil se couchait sur la ville. Le milliardaire, la femme qui avait été le pilier de sa famille pendant 19 ans, et le garçon qui lui avait appris que les échecs et la vie obéissaient au même principe. Qu'il faut prendre des risques pour gagner. Que se protéger n'est pas synonyme de vivre. En contrebas, la ville s'illuminait lentement, fenêtre après fenêtre, comme toujours au crépuscule. Des millions de lumières. Des millions de vies. Et pour la première fois depuis très longtemps, Daniel Winford se sentait comme l'un d'eux. Pas au-dessus. Dedans. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que j'en ai eu à le créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine vidéo.